Recevons Xavier Laurent Salvador, qui est maître de conférence. Dans quelle université vous êtes ? L'université Paris 13. Paris 13. Et alors, votre spécialité est particulièrement pointue, puisque... Les traductions de la Bible en prose au Moyen-Âge, à partir de 1295. Bon, ça va être, on va en parler donc pendant 1h30, c'est pour ça que vous êtes avec nous. Jusqu'à 11h, nous allons parler évidemment de cela. Bon, vous avez également, et c'est pour ça que vous êtes venu face à l'obscurantisme wokisme, et on parlera tout à l'heure de l'université. Parce que ça, on est au cœur, effectivement, d'un sujet majeur de la France, c'est-à-dire que l'université est gangrénée par l'ultra-gauche, et vous nous direz comment et pourquoi. Mais avant cela, on écoutait Jean-Luc Mélenchon, il était hier soir en meeting, et je voudrais qu'on l'écoute de nouveau lorsqu'il a parlé de déshonneur. La mort n'a rien à faire dans la dispute politique, et souvent nous disons ni la violence. Mais là, évidemment, il faut bien distinguer la violence quand elle s'impose à soi et qu'il s'agit de se défendre, de celle qui pousse à affronter et à attaquer ce que nous ne voulons jamais faire. Et de même, dans la violence, qu'elle soit défensive ou offensive, je le dis en notre nom à tous les coups ne sont pas permis. On se déshonore lorsque, étant contre la peine de mort, on ne calcule plus la portée de ses propres actes et que l'on frappe d'une manière qui, de toute évidence, comporte le risque d'infliger la mort. Vincent Herouet, vous disiez, c'est nouveau de taper comme ça un homme à terre Bon, je ne sais pas si c'est nouveau, mais l'image, moi, ça me paraît assez frappant parce que dans mes souvenirs, il y avait, puisque Mélenchon parle d'honneur, c'eût été vraiment un déshonneur, justement, de frapper un homme à terre. C'était un peu indigne. Mais alors, de le frapper à la tête, à plusieurs, alors qu'il est à terre, c'est quelque chose qui me paraît assez nouveau. On voit ça dans les jeux vidéo, on voit ça dans les bastons entre voyous, mais dans les cités, mais on ne voyait pas vraiment ça. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans les bagarres entre clans dans les années 60. Jean-Luc 70. Mélenchon, il était hier soir en meeting. Écoutons-le une deuxième fois sur ses liens avec la jeune garde. J'ai lu qu'il était difficile pour nous de cacher nos relations avec la jeune garde et avec Raphaël Arnaud. Il n'y a aucune difficulté car nous ne nous cachons pas. Le mouvement, la jeune garde, est d'abord le produit spontané, par contamination, de jeunes gens qui se sont accordés entre eux pour résister aux fascistes. Nous approuvons leur résistance, nous approuvons leur organisation, la leur. Et quid donc de la jeune garde ? C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon à l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la jeune garde ? Nous avons été fiers et heureux de pouvoir proposer la candidature à Avignon de Raphaël Arnaud, qui a gagné d'une manière brillantissime ses galons de député dans les urnes. Et il a gagné ses galons de député parce qu'il a su mobiliser les quartiers populaires de la ville, qui jusque-là se tenaient dans l'abstention ou ne participaient pas à la décision politique, pensant qu'elle était toujours occupée par des gens qui ne la méritaient pas. Eh bien, c'est ainsi qu'il est devenu député. C'est un bon député. Il est travailleur. Il nous fait honneur. Le jour où ces événements ont eu lieu à Lyon, il n'était pas à Lyon. Il ne donnait pas d'ordre. Il ne participait à rien de particulier à Lyon, puisqu'il était à Paris, à l'intérieur de l'hémicycle, en train de participer aux débats qui ont duré jusque pendant la séance de nuit. Ainsi, une fois de plus, je peux redire tranquillement et sans crainte d'aucune manière d'être démenti que nous n'avons rien à voir, ni de près ni de loin, avec la mort de ce jeune Duranc. La stratégie de la France Insoumise, est-ce que, à votre avis, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, qui est tout sauf un imbécile, va comprendre le rapport de force et va être obligé de se séparer de la jeune garde, parce qu'autrement c'est son mouvement qui peut passer ? Je crois surtout qu'il n'a pas compris la finesse du procureur et qu'il s'imagine qu'il a affaire à une enquête classique qui va s'arrêter aux apparences visibles de l'acte criminel, alors que l'enquête chemine sur les ramifications à l'intérieur de la jeune garde. Et ça, il n'a pas compris. Et inéluctablement, par le biais de l'association de malfaiteurs, l'enquête va remonter à l'organisation de la jeune garde et à la manière dont les individus qui ont participé et qui ont tué Quentin ont pu
s'auto-organiser, se financer, se déplacer, se retrouver, et sous l'autorité morale de qui? Parce que je rappelle que dans l'association de malfaiteurs, l'autorité morale joue, compte. Donc il ne se rend pas compte, Mélenchon, de la réalité juridique dans laquelle il est. Là, il joue avec les mots, il fait plaisir, quoi. Il peut être d'ailleurs entendu parce qu'il... Mais il se rend... il est couvert avec aucune immunité. Il n'a aucune immunité. Mais il n'a pas de mandat. Et puis là, il vient de donner tous les éléments pour qu'on l'entende. Hein. Là, il vient de donner tous les éléments pour qu'on l'entende. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après ce que vous venez d'entendre, il pourrait, vous pensez que les enquêteurs devraient effectivement aller vers lui. Ah, mais ce je vous serait fais le très pari étonnant que qu'il soit pas entendu, hein. les enquêteurs vont l'entendre. Là, ils donnent de fait tous les éléments pour qu'on l'entende, puisqu'il devient un justificateur. Il se livre à l'apologie du groupe criminel. Oui. La jeune garde, c'est l'honneur, le respect, ce sont encore nos camarades. Nous sommes fiers et heureux. Je dis toute mon affection. Je dis toute mon affection à la jeune garde. C'est-à-dire dans l'ensemble, dont 6 membres ont été pris malheureusement en train de lyncher un homme à mort. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis que moi, le principal débat maintenant, c'est LFI. C'est pas la démission de M. Arnaud, c'est LFI. C'est un mouvement qui revendique sa proximité et même de trouver utile les actions d'un groupe terroriste, ou en tout cas criminel. Je ne Sarah Salman. vois pas le problème d'investir des gens qui sont condamnés. Raphaël Arnaud était condamné, il l'investit, il dit que c'était formidable parce qu'il a été élu. Enfin, attendez. Il y a quand même les méthodes impactantes. Il y a eu M. Adrien Quatennens condamné pour violence conjugale. On ne fait rien non plus. Enfin, vous voyez. Ah si, ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti combien de temps? Non, ils l'ont sorti, Adrien Quatennens. Attends, Quatennens a été condamné pour violence conjugale. Ils ont été sortis et Hugo Prévost était accusé sur les méthodes impactantes. Il a démissionné. Quand Mélenchon fait appel au recours des méthodes impactantes, on va forcément poser la question, qu'est-ce que vous entendez par méthode impactante? Faut saluer d'ailleurs Raphaël Glucksmann, qui est sans ambiguïté dans ses prises de position. On a en notre sein, au sein de la démocratie française, des groupes politiques qui reprennent les méthodes de ces empires autoritaires qui menacent nos démocraties et attisent le feu de la division la plus extrême. Il va falloir prendre nos responsabilités. Il est impensable qu'à gauche, nous continuons à cultiver le moindre doute sur une possible alliance avec la France insoumise. Oui, c'est celle qui appelle à voter pour la chèvre, elle n'est pas de chez Glucksmann? Oui. Oui. Oui, Non, il y a une lieutenant de M. Glucksmann qui dit le contraire. Et voilà. Il y a une lieutenante de M. Glucksmann qui dit le contraire. Madame Laluc. On peut l'écouter. Je demande à Marine Lançon si on va pouvoir l'écouter dans une seconde, Madame Laluc. Mais avant cela, écoutez Alice Cordier qui répondait à Jean-Luc Mélenchon qui souhaitait dissoudre le collectif Némésis. Et je rappelle que Alice Cordier est présidente de ce collectif et que c'est ce collectif qui est arrivé devant Sciences Po Lyon. Absolument. Il y avait 5 jeunes femmes. Avec une banderole. Elles ont simplement Armées de résister. Elles ont déroulé une banderole. 5 jeunes femmes, dont une, a dit le procureur, a été étranglée, ou en tout cas tentative d'étranglement. Donc écoutez, Alice Cordier a été hier soir avec Gauthier Lebret. Déjà, il commence en expliquant vous les fascistes. Bon, je pense que M. Mélenchon n'a pas une grande culture historique, si c'est pour utiliser ce genre de mots vis-à-vis. Nous, on est une association de femmes, on est une association de victimes, que ça lui plaise ou pas. Alors, je sais qu'au sein et puis, il n'est pas bien placé pour donner des leçons en ce moment. Au sein de la France insoumise, je sais que le rapport à violence faite aux femmes est quand même assez ambigu, puisqu'il a au sein de ses élus un certain nombre de personnes qui ont été condamnées. M. Quatennens, qui est son petit poulain et qui l'a soutenu jusqu'au bout, avait pourtant frappé sa femme. M. Delogu avait frappé une surveillante. M. Raphaël Arnaud, bon, moi je n'ai plus besoin, je pense, de présenter son CV. Hugo Prévost. Et donc à partir de là, oui, je n'ai pas énormément de leçons à recevoir de M. Mélenchon. Maintenant, il essaye un petit peu de... En fait, lui, ce qu'il veut, c'est que l'hypothèse de la RIC soit trouvée pour justifier qu'on s'en prenne à nous et pour justifier que l'existence de la jeune garde. Et d'ailleurs, c'est sur le service public et dans les médias, c'est ce qu'ils ont essayé d'expliquer, qu'en fait, l'extrême droite que j'incarne donc ce soir dans sa bouche, met un climat de terreur. Alors bon, cette jeune femme avec un drap, je ne suis pas certaine que ce soit nous qui incarnons le mieux la terreur dans l'espace public et l'insécurité, justifie donc qu'il y ait la mise en place de groupes d'autodéfense populaire. Alice Cordier sur l'antenne d'Europe 1 à 9h38, c'est la présidente du collectif Némésis et vous êtes également sur l'antenne de CNews. Je voudrais qu'on écoute, on a écouté Jean-Luc Mélenchon hier soir, mais ce qu'il avait dit à Auxerre, c'était l'année dernière dans un meeting quand il parlait précisément de la jeune garde et comment ces paroles peuvent-elles être interprétées à l'aune de ce qui s'est passé jeudi. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Qui sont ces jeunes gens? Des jeunes gens qui détestent le fascisme. Eh bien, je leur donne raison. Et qui se mettent en rang par 2, par 3, par 4 pour protéger nos cortèges quand on vient nous taper dessus. Et qui interviennent dans les quartiers quand il y a des ratonnades.
contre des musulmans, contre des noirs, contre des personnes à qui on attribue une orientation sexuelle. Bravo, jeunes gens. Continuez, jeunes gens. Essaye de me dissoudre, Retailleau, pour voir comment tu vas y arriver. Tout ça est insupportable. Ici, c'est la France. C'est une république. Nous sommes remuants et turbulents, c'est vrai. Nous n'avons pas peur, des fois, de faire des décibels. Mais c'est la France. Et elle mérite mieux qu'un chouan attardé pour maintenir l'ordre chez nous. Voilà ce que j'ai à dire. On va saluer la Macronie parce que c'est pas si fréquent. D'abord, salut la Macronie, tout simplement. Vous saluez la Macronie. Mais je trouve vraiment que là, il y a eu un point de bascule. C'est-à-dire que c'est Gérald Darmanin le premier, dimanche, sur RTL, lors du grand jury. Ensuite, il y a eu le soir Laurent Nunez, sur France Télévisions, Maud Bréjon, la porte-parole, et Sébastien Lecornu, qui a fait sa meilleure intervention depuis qu'il est Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. Absolument. Il a été interpellé par Mathilde Panot. Donc ce sont des gens qui ont le sens de l'État. Voilà. Dans ces On l'a déclarations. découvert à cette aune. Ils ont le sens de l'État. Et effectivement, Monsieur Lecornu, et vraiment, on a souvent eu beaucoup de reproches à lui faire, notamment, on parlera tout à l'heure de la PPE, mais cette intervention montre que c'est un homme de bonne volonté et qu'il sait voir et qu'il sait dire. Et c'est finalement le plus important. Écoutez, cet échange, il est un peu long hier entre Mathilde Panot et Sébastien Lecornu, mais je pense que c'est un moment qui marquera l'histoire de ce gouvernement, en tout cas. Mes premiers mots au nom du groupe Insoumis vont à la famille endeuillée de Quentin Desrangues, tué en pleine rue à Lyon. Nous n'acceptons pas que la violence physique, d'où qu'elle vienne, soit employée pour régler les conflits. Jamais nous ne l'avons accepté, jamais nous ne l'accepterons. Ceux qui instrumentalisent ce drame pour nous salir doivent cesser. Leurs manœuvres sont indignes. Aucun insoumis n'est impliqué, ni de près ni de loin, dans ces violences. Et si nous combattons l'extrême droite et les groupuscules fascistes violents autour d'elle, c'est précisément car ils glorifient la mort et la brutalité, érigent le racisme en principe et qu'il n'y a pas plus anti-républicain que cela. Il faut méconnaître l'histoire pour accepter la victimisation de l'extrême droite et prétendre que les violences seraient à gauche de cet hémicycle. Il vous aura fallu ce drame pour sortir enfin du silence. Nous ne vous avons pas entendu sur l'assassinat du rugbyman Federico Aramburu, à 2 kilomètres seulement de notre assemblée par des militants du GUD, ni sur les 12 personnes tuées par l'extrême droite depuis 2022. Monsieur le Premier ministre, notre pays approche d'échéances électorales majeures. Vous annoncez interdire les conférences au moindre risque de trouble à l'ordre public. À l'heure où nos permanences sont attaquées, nos parlementaires menacés de mort et de viol, nous vous disons solennellement, les institutions démocratiques ne doivent jamais céder. Au pays, je redis notre souhait que vive pour longtemps la République et son idéal d'égalité humaine. Ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject. On peut avoir des divergences politiques, mais lorsqu'on est un humaniste, c'est-à-dire que lorsqu'on est attaché à l'être humain, à l'homme, on n'oppose pas un mort à un autre mort, à un assassinat à un autre assassinat. Il n'y a pas, Madame la Présidente, une violence acceptable dans un sens et inacceptable dans l'autre. Et donc le refus de la violence, c'est pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu, la violence physique comme la violence verbale. Et vous voyez, Madame la Présidente, c'est peut-être aussi ça qui nous sépare. C'est que moi, je suis le premier à condamner les violences faites contre les députés insoumis. Je suis le premier à donner des instructions avec le ministre de l'Intérieur aux forces de l'ordre que vous insultez pourtant à longueur d'année, à qui vous reprochez à la police de la République de tuer. Et pour autant, Madame la Présidente, parce que c'est ça la démocratie, parce que c'est ça la République, cette police de la République, elle se tiendra aux abords de vos permanences, de vos meetings, pour protéger justement la démocratie. La vraie question, au fond, Madame la Présidente, c'est pourquoi tout le monde doute de votre sincérité et pourquoi personne ne veut vous croire? Tout simplement parce qu'il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot, le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées et surtout le ménage dans vos rangs.
depuis de nombreux mois, il y a une multiplication de prises de parole qui sont d'une violence inouïe, qui sont parfois à caractère antisémite et désormais qui laissent justement de l'ambiguïté sur la violence. Donc Madame la Présidente, que cet grave assassinat, que cet homicide involontaire servent au moins pour sa mémoire, à ce que vous vous posiez les bonnes questions et qu'enfin vous tiriez un certain nombre de leçons et de conclusions. Intervention remarquable. Erreur sur l'homicide. Oui, c'est un homicide volontaire. Écoutez François Hollande, parce que François Hollande dit quasiment la même chose ce matin que ce que nous disons là sur ce plateau. François Hollande, il était avec Apolline de Malherbe. Il y a une double responsabilité de la France insoumise. La première responsabilité depuis des mois, c'est d'entretenir une espèce de brutalité dans l'expression, de dénonciation permanente, de mise en accusation, d'outrance, de formules verbales qui blessent. Il s'agit d'une volonté de faire qu'il n'y ait plus qu'entre l'extrême droite et cette gauche radicale ou cette extrême gauche, qu'il n'y ait plus rien, que le débat soit focalisé entre ces formes de brutalité. La deuxième responsabilité, c'est d'avoir accepté pour un parti supposé dans l'arc républicain, d'avoir accepté d'avoir un lien avec un groupe, en l'occurrence la Jeune Garde, qui fait du combat physique son but et sa méthode. Bon, il dit la même chose, mais avec une hypocrisie inouïe. Non, mais c'est inouï, c'est inouï. Il fait une alliance avec LFI et maintenant que ça ne lui convient pas, il nous dit ça. Non, mais c'est vraiment, c'est extrêmement malvenu. Moi, je n'oublie pas qu'après le 7 octobre, LFI avait fait des outrances pour certaines antisémites, que François Hollande s'est associé avec eux, et là, ça ne lui convient pas, il dit ça, alors qu'il sera le premier à s'associer avec eux à nouveau s'il en a besoin. Bien sûr, et il n'a jamais condamné la Jeune Garde avant. Jamais. Non, mais moi, je suis tenté de prendre quand même et de mettre ça dans la balance. Je suis un peu comme vous. C'est mieux que rien. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on est des hommes de bonne volonté, Éric et moi. Non, mais écoutez, on est peut-être naïfs, mais je suis d'accord. La situation est simple. Il y a des gens, vous ne les convaincrez jamais. Ils continuent à vous dire que noir, c'est blanc, que la vérité, c'est le mensonge, etc. Oui. Et il y a une zone grise sur laquelle je crois qu'on peut encore agir. Et la déclaration de François Hollande va dans le bon sens. Après, les arrière-pensées, je les perçois tout autant que vous. Mais moi, je suis tenté. Je suis assez d'accord avec vous. Oui, mais c'est les choses au moins sont dites. Non, mais tout ce qui va aller dans le sens de la condamnation des comportements de la France insoumise est bon à prendre, c'est clair. Hein. Bon, maintenant... Non, mais là, ce qu'il a dit sur les outrances, sur la violence... Oui, mais Pascal, il pouvait pas le dire avant. Voilà, c'est simplement opportuniste. Hein, oui, mais vous avez raison. Non, je suis actuellement... juste quand même, je suis actuellement sur le site du Nouveau Front Populaire pour appeler à voter pour M. Hollande pour les législatives de 2024, le premier tour, donc de la première circonscription en Corrèze. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Avec le soutien de Place Publique, Génération, Picardie Debout, Révolution écologique et la Jeune Garde. Donc M. Hollande, dans son programme législative de 2024, il avait le soutien de la Jeune Garde. Donc nous dire, et on savait déjà que c'était un mouvement violent, on savait déjà qu'il y avait eu une nation d'agression et de violence. Est-ce qu'on peut sortir ça et le montrer à l'antenne? Vous allez le donner à Marine Lançon, parce que Marine, alors il y a beaucoup de choses effectivement qu'on vous montre, et Marine va pouvoir effectivement montrer cela dans une seconde. Laurent Wauquiez et Monsieur Lecornu. Écoutez, Laurent Wauquiez, hier soir, toujours à l'Assemblée nationale. Tu vois, c'est quand même... Laurent Wauquiez. Cette violence ne vient pas de nulle part. Aujourd'hui, l'extrême gauche a du sang sur les mains. Elle a du sang sur les mains quand elle a cautionné Notre-Dame-de-Lande. Elle a du sang sur les mains quand elle qualifie le Hamas de mouvement de résistance. Elle a des sangs sur les mains quand elle a osé ici, dans cet hémicycle, avoir des députés d'extrême gauche qui ont applaudi l'un des leurs, Fiché S, qui a osé proclamer dans cet hémicycle « Vive la Jeune Garde ». Non, ce n'est pas l'extrême gauche qui est agressée, c'est l'extrême gauche qui agresse. Non, ce n'est pas la police qui tue, c'est l'extrême gauche qui tue. Non, ce n'est pas l'extrême gauche qui défend la morale de la République. Aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui menace la République. Et Monsieur le Premier ministre, tout ceci doit cesser. Le refus de la violence politique. Et celle-ci, elle nécessite de la grande clarté. Elle nécessite de sortir de toutes les formes d'ambiguïté. C'est vrai du rapport à la violence, c'est vrai aussi
du rapport à la question de la lutte contre l'antisémitisme, je pense que c'est un moment de vérité auquel nous assistons, Monsieur le Ministre, dans lequel un certain nombre de formations politiques ne pourront pas s'abriter derrière des raisonnements trop compliqués. Soit on lutte et on refuse la violence, soit on ne lutte pas contre elle. Il n'y a pas de double standard, il n'y a pas, au fond, 2 poids 2 mesures. Ça vaut pour tout le monde, pour tout à chacun. Et au fond, on ne peut pas avoir la rhétorique de la confrontation en permanence et ne pas voir que ce qui se passe parfois dans cet hémicycle peut infuser dans l'ensemble de la société. Et c'est donc un appel à la responsabilité individuelle, à la responsabilité de chaque formation politique, dans le respect du vote des Français, mais dans le respect des valeurs de la République. Sébastien Lecornu, hier, il est capable d'être excellent à la fois sur la forme et sur le fond. Donc c'est une bonne surprise. Monsieur Salvador, et je rappelle que vous êtes à l'université Paris 13. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est les universités, parce que on a le sentiment que c'est l'un des derniers foyers où l'extrême gauche domine. L'extrême gauche a compris qu'elle ne gagnera pas la bataille dans les urnes. Elle imagine, pourquoi pas, la gagner dans les rues, dans la bordélisation, et c'est ce que peut-être vous remarquez quotidiennement. Vous avez sans doute raison de souligner qu'aujourd'hui, il y a une influence idéologique au sein de l'université, et on l'a déjà dénoncé à de nombreuses reprises. On assiste à quelque chose qui est très paradoxal, c'est que l'université devient le lieu où se justifie la politique. On passe d'un raisonnement scientifique à un raisonnement moral. Vous savez, les experts ont dit que j'avais raison de vous demander de voter pour moi. Et c'est ça, en réalité, qui se passe dans les universités. J'aimerais simplement, pour commencer, signaler que ce à quoi nous assistons là, c'est quelque chose de très particulier. Ça environne cette drôle d'institution qu'est Sciences Po. C'est une fondation de droit privé avec une mission de service public dont on ne sait pas grand-chose, dont on ne sait pas qui la finance. Regardez les images de Rima Hassan accueillie par la jeunesse au sein de Sciences Po Lyon. Pardon, mais qui coordonne ce séminaire? Quelle est l'institution qui cautionne cette parole? C'est une mise en scène d'une rencontre politique. Et c'est que ça se passe à Sciences Po, souvenez-vous, Sciences Po Paris, Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a à voir avec, pardon de le dire aussi franchement, une forme d'imposture. L'université, elle est ce qu'elle est. Il y a 70 universités dans l'université en France qui accueillent 60% de la jeunesse. Et au sein de ces universités, il y a une violence populaire, une influence politique, comme la société, et ça, je peux en parler. Mais ce à quoi nous assistons là est beaucoup plus grave et relève de cette espèce de fracture, pour ne pas dire d'imposture, qui caractérise le schéma du supérieur aujourd'hui en France. Il faudra à un moment dire très clairement que ce à quoi nous assistons, c'est à une subversion des élites, à une mise en scène, et à un moment, il faudra se demander, moi le premier, quel discours nous est servi? Et en tant que linguiste, je vous dirais qui tient ce discours et à qui s'adresse-t-il? Sciences Po Paris, c'est pas le cas. Par exemple, Sciences Po Paris avait refusé la présence de Rima Hassan. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans quel état est l'université aujourd'hui. C'est ça, votre témoignage. Vous avez écrit d'ailleurs contre l'obscurantisme. Oui, bien sûr. Et le wokisme. Mais vous avez entendu le carillon d'Europe 1 et le carillon nous donne le signal. Le carillon nous donne le signal que nous allons passer la parole à l'excellent Thomas Hill. Bonjour Thomas Hill.